enseigner dans des classes, continuer à enseigner avec souvent des élèves que nous appelons difficiles chez nous. Et cette expérience de l'enseignement au quotidien a nourri en permanence ma pratique de formateur, mais aussi ma réflexion de chercheur. Alors, je vais vous proposer un diaporama qui, contrairement à celui que j'ai utilisé le premier jour, est assez technique. Vous ne pourrez pas tout prendre en note parce qu'il y a énormément d'items, mais j'ai fourni ce diaporama aux organisateurs du colloque qui le mettront à votre disposition. Donc, vous l'aurez, il vous sera communiqué et vous pourrez donc le consulter et en consulter les moindres détails à loisir. Rapidement, le plan de cette intervention. D'abord, dans un premier temps, je vais m'interroger avec vous, avant de parler de la formation des enseignants, sur les divers paradigmes pour penser le métier d'enseignant. Parce que selon la manière dont on pense le métier d'enseignant, bien évidemment, on va le former différemment. Dans un second temps, j'insisterai, et ce sera le point clé de ma démonstration, sur le fait qu'enseigner, c'est décider. Et que la formation des enseignants est une formation à la décision. Ensuite, je vous montrerai ce qui, à mon avis, est important dans la décision pédagogique au quotidien face à des élèves. Et nous verrons ensuite comment on peut former les enseignants et les enseignantes pour qu'ils puissent précisément prendre au bon moment, au bon endroit, les bonnes décisions dans l'intérêt des élèves et dans l'intérêt de leur éducation. Alors rapidement, quel paradigme pour penser le métier d'enseignant? J'ai procédé il y a quelques mois à une petite revue de littérature sur les publications internationales qui permettent de repérer les diverses conceptions du métier d'enseignant qui courent aujourd'hui. J'en ai identifié un certain nombre qui renvoient à un certain nombre de paradigmes. Je les énonce ici. Ça n'est évidemment pas exhaustif. J'ai identifié d'abord le paradigme que j'appelle encyclopédique, fondé sur la connaissance a priori et exclusive des savoirs. Le paradigme qu'on pourrait appeler charismatique, fondé sur à la fois la vocation et un don supposé pour la transmission des connaissances. Le paradigme behavioriste, qui globalement s'inscrit dans la lignée de Skinner, de l'enseignement programmé, et qui s'efforce d'une manière ou d'une autre de rationaliser jusqu'au bout, y compris jusqu'à la machine dans le Learning Analytics, ce qu'est l'acte d'enseigner. Le paradigme constructiviste, tel qu'il a pu être développé à la suite des travaux de Vallon et de Piaget, et puis le paradigme anthropologique qui renvoie à une vision qu'on pourrait appeler plus phénoménologique du métier d'enseigner. Alors il me semble que tous ces paradigmes ont un intérêt. Et je suis parti de l'idée que s'ils étaient mobilisés dans la littérature éducative, c'est qu'ils étaient intéressants, ils avaient un sens. Le paradigme encyclopédique, celui qui fonde le métier d'enseignant sur la maîtrise des savoirs enseignés, évidemment que c'est un paradigme qui a de vrais atouts. Il a de vrais atouts et c'est indispensable. Mais quand on lit la littérature, on s'aperçoit que ce paradigme se heurte à une difficulté quasiment métaphysique. Et j'emploie ici des termes d'un philosophe que j'aime beaucoup, d'un philosophe français que j'aime beaucoup, Vladimir Yankelevitch, qui dit que à qualité académique égale, c'est-à-dire à maîtrise équivalente des connaissances, il y a toujours quelque chose, il dit un je ne sais quoi ou un presque rien, qui quand même fait la différence, qui fait qu'on peut maîtriser les choses aussi bien et pas tout à fait les transmettre de façon aussi efficace. Alors on ajoute en général au paradigme encyclopédique un paradigme charismatique. On dit il faut avoir des connaissances, mais il faut aussi avoir du charisme, avoir un don pour la communication et l'enseignement. Alors oui, c'est assez peu discutable. Les travaux internationaux montrent que la variable personnelle joue d'une manière déterminante dans la perception qu'ont les élèves de leur enseignement, de leur enseignant
et de ce qu'ils peuvent apprendre. Mais évidemment, ce paradigme charismatique, aussi intéressant soit-il, comporte un grave danger. C'est celui de la captation et de l'emprise. À force de charisme, on finit par avoir une emprise sur ceux et celles à qui l'on enseigne, et cette emprise finit par prendre le pas sur la maîtrise des savoirs, la transmission de ces savoirs et le transfert de ces savoirs. On peut discuter à l'infini sur le fameux film, sur les poètes disparus. Vous savez, Keating, vous avez sans doute vu ce film, où ce professeur tout à fait extraordinaire séduit ses élèves au point, à un certain moment, on ne sait pas si cette séduction, elle est positive, elle les entraîne sur les chemins de la littérature, de la poésie, de la création, ou si elle est une emprise qui conduit certains au suicide. Donc, on ne peut pas se contenter de ce paradigme charismatique sans l'interroger. Alors, la deuxième moitié du XXe siècle, le paradigme behavioriste, c'est celui qui a été développé, pour ceux et celles qui le connaissent, par Skinner et l'enseignement programmé, qui a été repris très largement dans ce que l'on appelle la pédagogie par objectif ou la pédagogie de la maîtrise, qui se propose de décrire très exactement le résultat attendu et de découper la chaîne de l'acquisition des savoirs en autant de couples objectif-évaluation indéfiniment multipliés. Ce paradigme behavioriste semblait tomber un peu aux oubliettes. Il est aujourd'hui remis au goût du jour par le numérique, et en particulier par le développement des techniques dites de learning analytics. Alors vous connaissez sans doute ce qui se passe chaque année à Doha, au Qatar, où la troisième épouse de l'émir du Qatar organise un grand congrès international de l'éducation, le WISE, et où se retrouvent ensemble les grands penseurs du numérique. Chaque année, ils disent progresser vers la possibilité d'un enseignement sans professeur, ou mieux encore du remplacement du professeur par le processeur. Est-ce que les processeurs vont pouvoir remplacer les professeurs? C'est ce que le learning analytique nous promet, en nous expliquant qu'on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, analyser les mécanismes cognitifs au plus près de chaque individu, et à partir de là, produire des logiciels individualisés d'apprentissage qui seront toutes et tous adaptés à chaque élève et qui permettront à chacune et à chacun d'atteindre tous les objectifs d'évaluation. Ce learning analytique se développe beaucoup aux États-Unis, en Californie en particulier. Mark Zuckerberg a mis en place toute une série d'expérimentations de ce type dans lesquelles il s'exprime avec des capsules vidéo que vous pouvez regarder, où il explique très clairement que l'avenir de l'éducation, c'est de pouvoir enfin se passer de professeur. Et il nous dit qu'il faut se passer de professeur parce que le professeur est ce qu'il appelle la variable aléatoire. Parce qu'il y en a des bons et des mauvais. Que comme il y en a des bons et des mauvais, c'est insupportable pour les parents et les États. Et que cette variable humaine aléatoire doit être remplacée par une machine qui, elle, fera le travail d'une manière équitable, voire égalitaire, et nul ne pourra se plaindre, puisque la machine traitera tout le monde de la même manière, que quelqu'un soit mieux traité que les autres. Si je me permets de vous dire cela, ce n'est pas que je crois que cela est possible à court terme. Je pense que c'est évidemment impossible à court terme, et c'est une songerie techniciste extrêmement dangereuse. Mais je crois que cette songerie ouvre une voie qui est la voie d'une technicisation à outrance du métier d'enseignant et d'une neutralisation de la variable humaine considérée comme aléatoire et donc comme néfaste. Il faudrait donc, d'une certaine manière, supprimer l'humain dans l'enseignement pour que l'enseignement soit complètement efficace, et efficace de la même manière avec tous les élèves. C'est pour moi et pour nous, je pense, et pour vous, une réduction technocratique absolument insupportable.
Le paradigme suivant, c'est le paradigme qu'on pourrait appeler constructiviste, qui est une approche extrêmement riche. Elle a été développée à plusieurs reprises au cours de ce colloque. Mais le constructivisme, et c'est Linda Hallal, une chercheuse qui a été extrêmement proche de Piaget, qui a beaucoup travaillé sur l'évaluation et qui a longtemps piloté à l'Université de Genève la faculté de sciences de l'éducation, c'est Linda Hallal qui dit que le constructivisme est une très belle théorie pédagogique, mais elle explique qu'il est très difficilement opérationnalisable en permanence. Et elle montre dans ses travaux que ceux qui se prétendent constructivistes sont en réalité toujours tentés de basculer dans le behaviorisme. Que le behaviorisme, la boîte noire, stimulus-réponse, reste au bout du compte une sorte d'idéal type du constructivisme. Je ne vais pas rentrer dans la démonstration de Linda Hallal, mais elle est, me semble-t-il, extrêmement parfaite. Et elle est d'autant plus parfaite que Linda Hallal nous montre qu'une théorie constructiviste ne nous fournit pas d'outils d'évaluation et de théorie de l'évaluation. En revanche, que le behaviorisme nous fournit une théorie de l'évaluation, et en particulier une théorie binaire de l'évaluation. Et que rien n'est plus pratique qu'une théorie binaire de l'évaluation, ce qui fait que ceux et celles qui s'engagent dans une pratique constructiviste sont souvent ramenés au nom de l'exigence évaluative à se rabattre sur des pratiques behavioristes. Et puis il y a une dernière approche que j'ai identifiée et que je trouve extrêmement intéressante, qui est une approche qui existe par exemple en Amérique latine, que je connais un peu, dans la théorie que l'on appelle du buen vivir, qui est une théorie que je trouve très belle. C'est une approche anthropologique qui se fonde sur l'histoire de la transmission entre les humains et qui s'intéresse à ce qui anthropologiquement est le projet même de transmettre, et qui se demande si ce qui, au fond, est central au métier d'enseignant, ce n'est pas d'épouser ce projet de transmettre dans toutes ses dimensions. Alors, si je me suis permis de vous décrire ces paradigmes issus d'une recherche portant sur la littérature scientifique dans ce domaine, c'est pour vous dire qu'à bien des égards, tous ces paradigmes sont justifiables et intéressants. Le paradigme encyclopédique, bien évidemment, ne peut pas être abandonné. C'est une exigence fondamentale. Il faut maîtriser les savoirs enseignés pour pouvoir les enseigner. Le paradigme charismatique, quand même, nous renvoie à une réalité qui a été abordée à plusieurs reprises dans les communications que j'ai entendues, à savoir que nous ne pouvons pas ne pas travailler sur le corps, sur les émotions. Nous ne pouvons pas ne pas travailler sur ce qu'on pourrait appeler la présence de l'enseignant dans sa classe. Sa présence, le sens qu'a cette présence pour les élèves. Nous ne pouvons pas ne pas regarder du côté de la voix, du côté des gestes professionnels dont on a parlé ce matin et qui me semble représenter une perspective de recherche extrêmement intéressante. De la même manière, le paradigme behavioriste, c'est mon maître Daniel Hamlin qui dit que le behaviorisme, c'est une théorie de l'apprentissage extrêmement réductrice et dangereuse, mais que c'est aussi une hygiène mentale extrêmement utile. Alors il dit que c'est une théorie de l'apprentissage dangereuse parce que le behaviorisme réduit l'élève à un rat dans un labyrinthe à qui on donne des boulettes de viande et des impulsions électriques. Il finit toujours par trouver la sortie avec les boulettes de viande et les impulsions électriques. Donc c'est très dangereux, c'est du dressage. Mais en réalité, il montre que si c'est une théorie pédagogique et une pratique pédagogique dangereuse, ça reste ce qu'il appelle une hygiène intellectuelle parce que ça oblige à une forme de rigueur. Ça oblige à savoir par où le rat doit passer pour arriver à la sortie. Et savoir par où on doit passer, eh bien, ça permet de construire des dispositifs d'apprentissage, même si on n'utilise pas la boulette de viande et l'électrode pour pouvoir lui désigner la sortie et le bon chemin. Donc il y a dans le behaviorisme quelque chose de relativement intéressant, c'est sa clarification méthodologique. Le constructivisme aussi, évidemment. Pourquoi le constructivisme est fondamental? Parce que, comme nous l'a dit un grand mathématicien et un grand didacticien des mathématiques, qui était directement un disciple de Jean Piaget, qui s'appelle Hans Ebli,
dans Didactique psychologique, qui reste pour moi le grand livre constructiviste en matière de didactique, il dit au fond, si on cherche à savoir ce qu'apporte le constructivisme dans les didactiques et dans la pédagogie, ça se réduit à quelque chose de très simple, ça se réduit à se demander quelles opérations mentales l'élève doit effectuer dans sa tête. Voilà. Est-ce qu'il doit induire, déduire, expérimenter, faire une hypothèse et la valider? Ça se réduit à se demander, quand on enseigne quelque chose, non pas seulement quel savoir on transmet, mais quelles opérations mentales il faut réaliser pour acquérir ce savoir et comment nous pouvons faciliter la mise en œuvre de ces opérations mentales. J'ai moi-même beaucoup travaillé dans le prolongement des premiers travaux de Brunner sur l'induction, c'est-à-dire la construction des concepts. Si vous allez sur mon site, vous trouverez par exemple une démarche que nous avons expérimentée et validée sur la construction du concept de romantisme, où on donne à des élèves, à l'un une musique romantique, à l'autre un texte romantique, au troisième un tableau romantique, etc., où on leur demande de construire le concept de romantisme par induction à partir de ces différentes analyses. Et ça, c'est le constructivisme qui nous l'apporte, c'est le constructivisme qui nous le livre. Donc il est important de ne pas abandonner le constructivisme. De même qu'il est important de ne pas abandonner le paradigme anthropologique qui nous renvoie à cette exigence fondamentale, cette exigence presque traditionnelle, cette exigence de la transmission intergénérationnelle. Enseigner, c'est pas simplement mettre en œuvre des techniques. Enseigner, c'est s'inscrire dans le lien intergénérationnel. C'est faire advenir le futur, c'est toucher le futur d'une certaine façon. J'emploie toucher le futur, c'est une expression qu'on trouve dans un très beau film sur l'école du bout du monde, une école au Bhoutan, qui se situe dans un endroit totalement inaccessible, où les enfants n'ont jamais été à l'école et où un maître, un jour, va tenter de leur enseigner et où il va partir un peu découragé, il va être tenté de partir et le maire du village s'oppose à ce qu'il parte, lui dit de rester en lui disant « Enfin, nos enfants ont touché le futur. » Ont touché le futur. Je trouve que c'est une très belle expression. Ce paradigme anthropologique nous renvoie à ce que j'appelle le projet d'enseigner. Et le projet d'enseigner, pour moi, il se réfracte en 3 dimensions principales. Transmettre, c'est assurer le lien entre les générations, bien sûr. Instituer l'école. L'école est un projet politique. L'école, on l'a dit dans notre première séance, c'est un espace public, ce n'est pas un espace privé, c'est un espace public où les échanges entre les sujets s'effectuent sur la recherche de la précision, de la justesse et de la vérité plutôt que sur la violence. Et ça, c'est la construction même de la police au sens grec du terme. Nous construisons un espace où celui qui a raison est celui qui démontre le mieux et non pas celui qui frappe le plus fort. Et ça, c'est fondamental pour la construction de nos sociétés. Et puis, le projet d'enseigner, c'est de faire advenir l'humain dans l'homme, rendre chacun capable de penser par lui-même, sapere aude, disait le philosophe Kant, ose penser par toi-même. Et je pense que la formation des enseignants, aussi riche soit-elle, aussi techniquement parfaite soit-elle, ne peut pas ne jamais s'intéresser au projet, à ce que le philosophe Cornelius Castoriadis appelle le foyer mythologique du métier. Parce que, mes amis, et ça a été dit à plusieurs reprises, et encore aujourd'hui très bien par notre collègue professeur de PS, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, aucun métier ne se réduit à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des compétences pour exercer un métier. Il en faut beaucoup. Mais la somme des compétences, ça ne fait pas un métier. Un métier, c'est une somme de compétences ressaisie par un projet qui porte le sujet et qui, en quelque sorte, fait qu'il assume les difficultés, les joies et les tristesses de ce dans quoi il s'engage.
Alors à partir de là, j'en viens à cette idée très simple que si tous ces paradigmes ont chacun leur légitimité et qu'ils renvoient à différentes facettes légitimes du métier d'enseignant, le bon enseignant, c'est celui qui aura en quelque sorte tâté d'un peu tout cela, mais qui saura dans le quotidien de la classe, pour reprendre l'expression de mon collègue que certains ont peut-être connu, Philippe Pernoud, professeur à l'Université de Genève, Philippe Pernoud qui décrivait le métier d'enseignant en disant « c'est agir dans l'urgence et décider dans l'incertitude ». Alors décider, qu'est-ce que c'est que décider? Je fais partie de ceux qui pensent que la réussite ou l'échec d'une classe, d'une séquence de classe, ça se joue parfois sur une toute petite pointe. Une collègue de Paris-X-Nanterre a écrit un ouvrage il y a quelques années où elle analysait une séquence de mathématiques et où elle montrait que cette séquence avait basculé complètement avec une seule décision, c'est quand le professeur avait dit « Stéphanie, passe au tableau ». Stéphanie passe au tableau. Alors pourquoi Stéphanie et non pas Ahmed ou José? C'est une décision. Pourquoi passe au tableau et non pas répondre ta place? Pourquoi Stéphanie? C'est pour expliquer aux copains ou pour montrer que tu ne sais pas ou pour rabattre ton caquet parce que tu prétends que tu sais et je vais te montrer que tu ne sais pas. Donc quand je dis Stéphanie passe au tableau, je prends une décision. Et les spécialistes de l'analyse du travail montrent qu'un enseignant, dans une heure de cours, prend environ 200 décisions de ce type. La décision de se lever ou de rester debout, d'écrire ou de verbaliser, de regarder tel élève ou de regarder toute la classe, de s'arrêter et de dire « prenez votre cahier et écrivez la définition que je viens de vous donner ». Il y a une multitude de décisions. Et je fais l'hypothèse, c'est une hypothèse que j'ai essayé de travailler dans mes groupes de formation, que le bon enseignant, c'est celui qui prend la bonne décision au bon moment. Alors décider, c'est quoi? J'ai essayé ici très brièvement d'identifier les 8 éléments, alors qui ne sont pas successifs, qui s'entrelacent en permanence les uns les autres, de ce qu'est une décision pédagogique. D'abord, décider, c'est prendre des indices dans la situation que l'on vit. Alors des indices, ça ne veut pas dire qu'on comprend totalement, on ne comprend jamais totalement ce qui se passe dans une classe. Même s'il n'y en a que 10 élèves, et a fortiori si on en a 100, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas tout ce qui se joue des uns aux autres. Tout ça est très compliqué, un collectif, c'est très compliqué ce qui se vit dans un collectif. Mais prendre des indices, là on s'aperçoit que les indices les plus simples, ils commencent à regarder leur montre. Bon, ça c'est un indice quand même. Ou bien les yeux pétillent, c'est l'inverse, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Ou bien je commence à avoir des visages s'allonger. Ça veut dire que peut-être ma démonstration elle est fastidieuse et il faut que je raconte une histoire. Voilà, prendre des indices comme ça. Prendre des indices. En comprendre les enjeux. Les enjeux, c'est, les visages s'allongent, on a l'impression qu'ils se torturent mais qu'ils ne comprennent pas. L'enjeu là, c'est je continue et je m'enferre ou bien je change mon fusil d'épaule, je fais autre chose. Une fois qu'on a pris les indices et compris les enjeux, il faut mobiliser sa mémoire des situations antérieures. Ça a été dit. Qu'est-ce que j'ai vécu antérieurement? Ou bien, qu'est-ce que j'ai vu antérieurement en formation? Ou bien, de quoi j'ai entendu parler qui me rappelle ce que je vis actuellement? C'est mon collègue, malheureusement décédé depuis quelques années, Michael Huberman, dans son remarquable ouvrage sur la vie des enseignants, qui nous explique à quel point se remémorer des situations antérieures, soit qu'on a vécu, soit que des collègues ont vécu et dont on a parlé avec eux, est utile pour progresser. Ensuite, rechercher dans sa mémoire les corrélations entre le type de situation et le type de solution. Ah oui, mais mon collègue, il m'a dit que face à ça, on pouvait peut-être proposer ça. Attention, en pédagogie, contrairement à d'autres domaines, la solution n'est jamais dans le problème. La solution n'est pas dans le problème. Un certain nombre de gens croient que la solution est dans le problème, un peu à la manière dont la noix est dans la coquille. C'est-à-dire il suffit d'ouvrir la coquille pour trouver la solution. Mais non, pas du tout.
Je raconte souvent une histoire de cette petite fille dans un groupe que j'accompagnais qui refusait de rentrer en classe tous les matins. Elle refusait de lâcher la main de sa maman et elle criait, c'était épouvantable. Et puis un jour, la maîtresse a décidé de faire une enquête. Et le lendemain, la petite fille, elle a dit « Madame, est-ce qu'on va refaire une enquête? Parce que j'ai bien aimé. » Et elle ne pleurait plus pour rentrer en classe. Alors, est-ce que la petite fille pleurait parce qu'on ne faisait pas d'enquête? Bien évidemment, non. La petite fille pleurait parce qu'elle avait un traumatisme lié probablement à ça. Il peut se passer ça. Si je fais ça, il peut se passer autre chose. Mobiliser sa mémoire, c'est travailler à partir des indicateurs de structure, rechercher des corrélations. Il faut pointer les éléments nouveaux,